Ça vous fait ricaner, premier, on va pas se fâcher. Ben oui, parce qu'en même temps, on est là pour qu'il y ait du débat et que ça reste viril, mais loyal, comme on dit. Bon, premier débat, les amis. Maintenant que Sébastien Lecornu a échappé de peu à la censure, à cette double censure, il va pouvoir s'atteler au budget. Et des débats qui vont enfin commencer à l'Assemblée la semaine prochaine. Et la taxation des plus aisés, on l'a compris, évidemment, va revenir au menu des débats. On sait notamment que le Parti socialiste entend proposer la taxe Zuckman pendant les débats budgétaires sous forme d'amendement au projet de loi de finances. Est-ce qu'elle peut être votée ou pas, Guillaume Duval? Ou est-ce que son rejet est probable de cette taxe Zuckman qui va revenir par la fenêtre? La taxe Zuckman en tant que telle, je pense qu'elle ne peut pas être votée parce que c'est un totem, quelque chose qui effraie beaucoup l'ensemble de la droite parlementaire, le gouvernement, et ce serait vécu comme... C'est le Sénat qui l'avait rejeté. Comme une défaite. Ça a été voté, pardon, je coupe. Oui, là, ça a été voté déjà par l'Assemblée, je sais, mais dans un contexte qui était un peu différent. Aujourd'hui, ça me paraîtrait impossible. Mais par contre, la question de savoir si d'autres mesures qui touchent les plus riches vont être votées, je dirais, à la place, est tout à fait sérieuse. Donc ça concerne éventuellement une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu, ça concerne le retour de l'ISF dans sa forme ancienne. A priori, ça ne sera pas voté, vous pensez pareil, Christian? La taxe Zuckman, on n'est pas à l'abri de catastrophes dans le contexte actuel. Mais je pense qu'effectivement, il y aura à la place un cocktail de mesures. On va en parler du cocktail. Donc pour vous, ça ne passera pas. Pour vous, c'est une catastrophe. Non. Pour vous, Guillaume, ça ne serait pas une catastrophe qu'il y ait une taxe Zuckman? Une taxe Zuckman en tant que telle, non. Le taux, on peut en discuter. Mais je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème de taxation des ultra-riches en France qu'il faut réussir à régler. Alors, la taxe Zuckman est un moyen. Si c'est un moyen politiquement inacceptable pour le gouvernement, il faut qu'il en trouve d'autres. Il y a un problème ou pas, la taxation des plus riches? Non, mais sur ce point, la France vit dans un verre d'eau. Donc, tout est fermé, il y a pas de il y a des frontières, c'est l'Union soviétique, la Corée du Nord. En fait, nous sommes complètement dans un monde totalement ouvert. Et une taxe Zuckman au niveau mondial, à un taux raisonnable, on peut en discuter. Mais l'appliquer dans le seul pays qui est, avec le record du monde de la dépense publique, un niveau de prélèvement colossal, quand on compare la taxation des entreprises en France et en Allemagne, les entreprises françaises payent plus de 100 milliards d'impôts de plus qu'en Allemagne. Vous savez bien, Christian, que ça va. Non, mais donc, dans ce contexte, la taxe Zuckman dans la seule France, c'est une imbécilité absolue. Voilà. Bon. Au moins ça, si on en discutait au niveau européen. Et d'ailleurs, au niveau européen, il y a d'autres problèmes. Parce que l'Union... Non, mais sur ce point, c'est un point clé. Parce que je suis un des seuls à me battre depuis 30 ans sur ce point. La compétition fiscale et sociale dans le monde... La France n'est pas en compétition avec la Chine ou l'Inde. Nous sommes la compétition fiscale et sociale la plus violente au monde. Elle est à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, s'il y avait une mesure à prendre, c'est mettre fin à cette compétition fiscale et sociale à l'intérieur de l'Europe. Vous pourriez tomber d'accord là-dessus. C'est un des rares points sur lesquels il pourrait y avoir un accord entre les deux. Je ne sais pas si c'est un des rares, mais c'est un des points sur lesquels on pourrait évidemment tomber d'accord. Et c'est vrai que c'est un des reproches que je fais le plus à Emmanuel Macron, d'avoir passé 8 ans sans essayer de régler la question du Luxembourg ou de l'Irlande, qui a pris entre-temps des dimensions absolument sur le reste, folles. vous lui répondez quoi? Sur la taxe Zuckman, je ne suis pas forcément en désaccord avec lui, mais il faut trouver malgré tout... Enfin, on ne peut pas demander à l'ensemble des Français de se serrer la ceinture, et aux plus pauvres en particulier, si on n'est pas capable de faire payer d'une manière ou d'une autre les ultra-riches. Donc oui, il faut le faire de manière raisonnable, en tenant compte du contexte, mais il faut réussir à le faire. Non, mais sur... on pourra en débattre, il y a d'autres choses dont on peut débattre. Sur la taxe Zuckman, elle a décollé, en réalité, comme un petit avion sur un gros avion. Le gros avion, c'est l'étude de l'Institut des politiques publiques de juin 2023, qui prétendait que les ultra-riches ne payaient pas d'impôts. Alors, comment étaient-ils arrivés à cette conclusion ? Ils avaient imaginé
que les ultra-riches contrôlent des entreprises qui ne distribuent pas la totalité de leurs bénéfices sous forme de dividendes et que donc c'était fait pour contourner l'impôt. En fait, quand on regarde cette étude, elle ignore totalement le fait que les bénéfices non distribués, qui ont déjà payé l'impôt sur les sociétés, bien sûr, mais le mot, il faut toujours se méfier des mots, bénéfices non distribués, ça sonne comme n'ayant pas payé l'impôt. Donc les bénéfices non distribués ont payé l'impôt. Et ils vont sur les sociétés. Et ils vont en réserve dans les fonds propres des entreprises et c'est le financement de l'investissement et du développement des entreprises. Oui, enfin simplement, ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut savoir, mais tout le monde le sait, et Christian aussi, c'est que la hausse de la valeur des patrimoines des très riches sur les dernières années et même les dernières décennies maintenant, elle n'a rien à voir avec les bénéfices des entreprises, elle n'a rien à voir avec leur travail, elle n'a rien à voir avec leurs investissements, elle est liée à l'inflation des prix d'actifs, à la hausse très forte qu'on a connue à la fois de... C'est la faute des banques centrales. C'est de la faute des banques centrales. Et cette hausse de la valeur des patrimoines des très riches, elle n'a jamais été taxée nulle part. Toute cette, alors on dit que c'est l'enrichissement purement virtuel, c'est tout à fait faux. C'est grâce à la valeur des actions Tesla qui a été gonflée par la Fed que Elon Musk a pu emprunter pour acheter Twitter, par exemple. Et c'est pareil pour les ultra-riches français, ça leur donne un pouvoir d'achat donc ce et une patrimoine action qui a politique. gonflé, il faudrait en reprendre une partie. Ça vous pose un problème, ça? Alors, écoutez, il faut être raisonnable. Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? On cherche la prospérité. Prospérité générale qui touche tout le monde. Est-ce que, prenons le cas, puisque c'est un totem en France, prenons le cas de Bernard Arnault, que je ne connais pas et je n'ai pas d'acquaintance. Ce garçon paye, c'est le premier contribuable français, il paye 4 milliards d'euros d'impôts en France, il a créé 40 000 emplois en France, il ouvre sans arrêt des entreprises de fabrication de produits de luxe de 300 personnes dans les territoires où il n'y a rien d'autre à faire. Okay. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on s'intéresse aux 1800 riches de Zuckman ou est-ce qu'on se dit, si on avait 50 Bernard Arnault, ça ferait 200 milliards de recettes fiscales et on n'aurait pas de problème de déficit. Donc la question, c'est plutôt pour moi de se dire... Il y a plus de réussite. Non, mais pourquoi la France est bloquée à 1% de croissance depuis 20 ans? Et l'Union européenne aussi. L'Union européenne est devenue la zone de non-croissance de la planète. Donc pourquoi l'Europe est plantée? Et pourquoi une France plantée dans une Europe plantée? Et donc la question, c'est est-ce que... C'est à cause de la politique de l'offre qu'elle est plantée. Mais est-ce que... c'est à cause de la politique de l'offre. Non, mais est-ce que... Vous pouvez répondre, là. Non, mais Christian. je plaisante, en fait. Non, je ne plaisante pas du tout. Non, mais... Et la politique qui consiste à vouloir baisser le coût du travail est une politique contre-productive du point de vue de la croissance, puisque on a réussi à baisser le coût du travail. La France est un des pays d'Europe où le coût du travail a le moins augmenté depuis 25 ans. Non, globalement, depuis 25 ans, ça n'a eu strictement aucun effet positif ni sur notre commerce extérieur, ni sur notre investissement, ni sur notre innovation, parce que en contrepartie, on a été obligé de serrer la ceinture sur le système éducatif, l'éducation, la recherche, le système de santé, les collectivités territoriales, etc., etc. Donc on a tué la production de tous les biens publics qui sont absolument indispensables pour que les entreprises puissent faire du profit, puissent innover, etc., etc. Et donc c'est pour ça que de dire ça dans le pays où on dépense le plus en... C'est une politique qui a été contre-productive. Mais je reviens sur ce point. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire en sorte qu'il y ait plus de croissance et que cette croissance soit mieux distribuée. D'ailleurs, une des meilleures mesures qui n'ait jamais été mise en œuvre pour ça, malheureusement, il faut remonter à De Gaulle avec l'intéressement et la participation. Non, les 35 heures, on apprend aujourd'hui que Serge Papin veut revenir à des mécanismes d'intéressement. Donc, en fait, les Français aujourd'hui demandent du pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat, il vient de la création de richesse et d'une meilleure distribution de cette création de richesse. Guillaume, moi, ce que j'ai envie de savoir, et c'est la question qu'on se pose, est-ce que les députés vont avoir la main plus lourde que le gouvernement sur la taxation des plus riches, maintenant que, dès la semaine prochaine,
tout ça va revenir devant les députés. C'est très probable, puisque le gouvernement s'est mis dans les mains du Parti socialiste, qui a fait de la taxe Zucman un totem, parce qu'il pense que ça va le faire élire, en cas de dissolution, ça lui ferait élire plus de députés. C'est une mécanique politique, il n'y a aucun raisonnement derrière. Donc il y a eu un sondage complètement bidon qui est sorti il y a quelques semaines, disant que 80% des Français étaient favorables à la taxe Zucman. Pourquoi ? Parce qu'on leur a vendu l'idée que si on mettait à poil les 1800 riches, on pourrait revenir à la retraite à 60 ans et distribuer du pouvoir d'achat. Même si vous mettez à poil les super riches, vous aurez une petite rentrée. C'est la poule aux œufs d'or. Quand vous la tuez, vous sortez un œuf, mais ensuite elle est morte. Et il en pense quoi, Guillaume ? La poule, elle sort un œuf, après elle est morte ? Non, mais de toute façon, j'ai dit tout à l'heure que je ne pensais pas que la taxe Zucman soit une option politique qui Quelle passe. alternative alors ? Il y a plein d'alternatives. Vous avez une note du Conseil d'analyse économique qui est sortie hier, je crois, qui fait la liste des 115 milliards d'euros de mesures fiscales tout à fait raisonnables qu'on pourrait mettre en œuvre pour rétablir les comptes publics si on le voulait. Donc, il s'agit, personne ne pense, et le Conseil d'analyse économique, moins que les autres certainement, qu'il s'agit de faire ça en un an, mais là-dedans, il y a plein de choses. Donc on peut, on va y revenir quand on parlera d'héritage, mais il y a toute la question de l'effacement des plus-values immobilières et autres dans le temps, dans le système fiscal, qui est une mesure particulièrement injuste, surtout dans le contexte que je décrivais tout à l'heure. Sur les résidences secondaires ? Sur toutes les résidences. Non, les résidences secondaires, ça paye l'impôt sur les plus-values. Oui, mais il y a des abattements après. Oui, non, mais au bout de 25, c'est au bout de 30 ans maintenant. Donc. Oui. Mais donc ça, par exemple, on peut imaginer, il faudrait un niveau supplémentaire sur l'impôt sur le revenu, dans le barème de l'impôt sur le revenu. Il faudrait aussi qu'on revienne sur des niches fiscales qui sont particulièrement injustes, comme celle des emplois de service au service des ménages et des avantages fiscaux tout à fait mais sur les plus riches, sur les donne. plus aisés, il y aurait quoi, encore une fois, en alternative ? Sur les plus aisés, moi je serais très favorable, mais je ne sais pas si c'est politiquement acceptable pour la majorité actuelle. Est-ce qu'on revienne simplement à l'ISF ancienne manière, tel qu'il était, 5 milliards. Ouais. De toute façon, personne n'a jamais cru, je pense, que la taxe Zucman pourrait rapporter 25 milliards d'euros réellement. Même vous. Surtout vous inclus, surtout pas moi. Non mais la taxe juste qu'a proposé le gouvernement sur les holdings, là, pour contrer ce qu'on appelle les pratiques d'optimisation fiscale, une taxe sur les holdings quand elles sont utilisées un peu comme des tirelires personnels, où on met des chalets, des jets privés, de l'immobilier, des actions, qui rapporteraient seulement même pas 1 milliard d'euros selon Bercy. Alors sur cette taxe, d'abord. On a quand même des points, je suppose, d'accord. Je ne suis pas... on s'en fout de l'histoire personnelle des gens, mais je suis fils d'instituteur et petit-fils d'ouvriers et de paysans, donc je n'ai pas d'amour particulier pour les riches. Simplement, je me pose la question de la prospérité collective. Et, vous croyez au ruissellement ? Non, je ne crois pas, ça ne marche pas. Mais en revanche, je suis intervenu beaucoup dans les médias depuis plusieurs semaines pour la pérennisation de la CDHR, qui est la contribution différentielle sur les hauts revenus de 20%. Ça, je trouve que c'est instinctif chez moi de dire que c'est bien. Voilà, parce que... c'est 1,5 milliard. 1,5 milliard de recettes. S'il y a des gens qui, à force de faire des contours, arrivent à payer moins, c'est pas normal. Donc ça peut être pérennisé, ça serait plutôt sain. Il y a un autre point qui me semble important, c'est que il faut faire attention à l'outil de travail. Nous sommes en compétition frontale. On a déjà un taux de marge du secteur productif qui est inférieur à celui de l'Allemagne et de l'Europe du Nord,
de l'ordre de 7 à 8 points. Donc, il ne faut pas donner des arguments pour que les investissements se fassent ailleurs. Parce que ce que je crains le plus, c'est que dans une politique qui frappe... En fait, qu'est-ce que c'est les riches? L'essentiel des riches, c'est un patrimoine productif. Et si on frappe ce patrimoine, je ne pense pas... C'est pour ça qu'il y a ce magma indigeste, idéologique, où on ne sait pas où on avance, ils ne vont pas partir forcément en masse, les riches. Simplement, ils n'investiront plus sur le territoire. Ils dévieront les investissements ailleurs. Et ça va nous coûter de la croissance sur le moyen terme. Donc je préfère qu'on attrape les gens sur la CDHR, ça, ouais, mais même à la limite... C'est 1,5 milliard, hein, ça va pas... Non, mais même à la limite, écoutez, si vraiment il y a un déchaînement à l'Assemblée nationale, si vraiment on ne peut pas mettre en place une loi de finances raisonnable sur le moyen terme, écoutez, je vais dire une chose qui va faire trop plaisir à Guillaume Duval, mais ça ne me choquerait pas de mettre la CDHR à 23%, 24% pendant 3 ans, le temps de remettre les choses d'aplomb. Il est content, Guillaume, là? Oui, enfin, je partage assez largement ce qui vient d'être dit. En ce qui concerne les biens productifs, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les prélèvements sur la valeur ajoutée des entreprises, donc cotisations sociales, impôts, etc., ils ont été tellement baissés sous le quinquennat, les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, qui sont revenus aujourd'hui en dessous du niveau qu'ils avaient en 1960. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille continuer dans cette voie, voire qu'il ne faille pas revenir en partie sur ces exonérations. Je pense qu'en particulier, dans ce que je décrivais tout à l'heure comme des mesures particulièrement contre-productives, les exonérations de cotisations sociales au niveau du SMIC ont joué un rôle majeur, à la fois dans la smicardisation de la société française et dans son mauvais positionnement dans la division internationale du travail, dans un positionnement low cost où de toute façon on ne peut pas gagner contre l'Inde, le Bangladesh ou je ne sais quoi en termes de... Certains même pays d'Europe de l'Est. Oui. Oui, je pense qu'on peut toucher malgré tout un petit peu au prélèvement sur les entreprises d'une part, et d'autre part sur les biens productifs. Je pense qu'il faut aussi revenir sur un certain nombre de choses. Je pense que le pacte Dutreil, on y reviendra sans doute quand on parlera de transmission tout à l'heure, est une mesure qui était excessivement favorable, et je ne suis pas sûr que les héritiers soient toujours les meilleurs gestionnaires possibles pour une entreprise. Avant de passer au deuxième débat, juste donc à la question, aujourd'hui on a 14 milliards d'euros de recettes nouvelles dans le projet de budget du gouvernement. Une fois que ça sera passé sous la moulinette de l'Assemblée, du Sénat, dans quelques semaines, on sera combien? On sera au-dessus en matière de hausse d'impôts au global de recettes fiscales ou pas? C'est ça ma question depuis le début. J'arrive pas à savoir. C'est la bouteille à l'encre pour l'instant. On ne sait pas ce qui va se passer dans les débats. Donc on peut être à 10 ou à 20. Voilà. Donc là, il y a moi, je parierais plutôt sur du 20 que sur du 10. Mais sur je voulais revenir sur un autre point qui est... Attends, juste une seconde, Christian. Juste on laisse répondre Guillaume. Oui. Je ne suis pas sûr qu'on excède ces 15 suite au débat parlementaire. C'est en général pas la tendance des députés, je dirais, de tous bords de charger la barque sur ce plan-là. Il est probable, par contre, que la répartition sera un peu différente à l'intérieur. J'espère que ce sera le cas, en tout cas. Allez, deuxième sujet de débat. Je voulais dire des choses importantes. Oui. Non, mais en un mot, très rapide. Je voulais dire que sur les exonérations de cotisations sociales, je travaille sur un mécanisme qui va dans la direction évoquée. Actuellement, ces exonérations sont proportionnelles au salaire versé. Je pense qu'il faudrait les transformer en sommes fixes, de telle sorte que progressivement, au cours du temps, leur poids s'amoindrirait. Donc, ça pourrait économiser à 5, 6 ans, 7 ans, même 10, 15, 20 milliards d'euros. Donc, ça serait très significatif. L'autre point, c'est les holdings. Sur les holdings, moi, je suis... ulcéré qu'il puisse y avoir des chalets et des bateaux dans les holdings, complètement tarés. Donc l'idée, on n'a pas besoin de taxer les holdings. Il faut
purement interdire aux holdings de détenir C'est une solution, rien ça, de ce Guillaume. type. C'est une solution. Et à ce moment-là, ils seraient taxés dans le patrimoine privé.